We got our message. Bonjour et bienvenue à tous. Merci pour avoir répondu présent à ce webinaire. On attend juste un peu pour avoir plus d'audience qui est en train de s'inscrire sur ce webinaire. Et je tiens à vous rappeler que nous avons à disposition une traduction simultanée. Alors n'hésitez pas à en faire usage au besoin. Le petit compteur des participants est en train de grimper petit à petit. On attend encore un peu pour commencer. Encore 2 petites minutes et on peut commencer. Pour rappel, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, il y a toujours la traduction qui est à disposition, alors n'hésitez pas à vous en servir.
On peut commencer. Encore une fois, bienvenue à tous. Merci pour avoir répondu présent à ce webinaire. Avant de commencer la session, je voudrais céder la parole à Caterina Morton du Fonds Sanat, qui nous présentera le fonds et la facilité d'assistance technique Sanat. Je vous passe la parole, Caterina, je vous en prie. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur le marketing numérique. Je m'appelle Caterina Marton, je suis responsable de la gestion de la facilité d'assistance technique du Fonds SENAD à Finance in Motion, qui est gestionnaire de la facilité d'assistance technique. Donc, ce webinaire est soutenu par notre Académie de l'entrepreneuriat, de la facilité d'assistance technique, et organisé avec nos partenaires de BERT, Banque européenne pour la reconstruction et le développement, et mis en œuvre par Avrio Impact. Donc, je voudrais présenter brièvement le fonds SANAD. On peut commencer avec slide 5. Donc, le fonds finance le micro, petite et moyenne entreprise et le ménage à faible revenu du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord et subsaharienne. Donc, le fonds travaille par l'intermédiaire d'institutions financières, c'est-à-dire les banques, sociétés de crédit bail, institutions de microfinance, qui de leur tour fournissent des financements aux micro, petites et moyennes entreprises dans la région. Donc, SANAD favorise ainsi le développement économique et la création d'emplois, y compris l'emploi des gens dans la région. Slide suivant. Oui, le fonds a été initié par la Banque de développement allemand, KfW, en 2011, avec le financement du gouvernement allemand, l'Union européenne et d'autres. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, la facilité d'assistance technique fonctionne parallèlement au fond et mise à déployer des mesures d'assistance technique efficaces, ciblées et innovantes pour maximiser donc l'impact et la portée des activités de financement du développement de fonds. On travaille en collaboration avec les institutions financières pour favoriser la croissance de MPME. Next slide. Donc, nous avons 4 principaux domaines d'impact pour promouvoir le développement du secteur des MPME, c'est-à-dire la durabilité, l'autonomisation des femmes, le financement de l'agriculture et aussi la digitalisation. Donc, la digitalisation est l'un des sujets importants pour nous et nous sommes heureux de lancer aujourd'hui notre deuxième webinaire dans le cadre de notre projet de promotion de la transformation digitale, transformation numérique dans le secteur de MPME. Oui, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter et avec ça, je vais repasser le mot. Oui, monsieur Akrem, et j'espère que vous trouverez le webinaire utile. Merci beaucoup. Merci, Caterina. Merci pour cette présentation et tout le travail que vous faites à travers cette facilité d'assistance technique SANAD. J'invite les participants à visiter le site web et à prendre contact avec vous pour avoir plus d'informations. Alors, mon nom à moi est Akrem Haddad, je serai votre modérateur aujourd'hui. Je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire captivant. Notre objectif aujourd'hui est de vous fournir des cas d'utilisation pratiques de différents outils de marketing digital, les tendances et les nouveautés. Nous allons explorer ensemble comment ces outils peuvent être utilisés afin d'attirer plus de clients et améliorer votre efficacité marketing. Ça sera en continuité avec le premier webinaire qu'on a eu il y a moins d'une semaine qui a traité de la digitalisation en général.
Et je tiens à souligner que ce webinaire d'aujourd'hui est soigneusement conçu pour vous aider à naviguer à travers le paysage dynamique de la digitalisation, qui est parfois complexe, et qui est toujours en perpétuelle mouvance. Et c'est afin de suivre cette mouvance qu'on a avec nous nos intervenants, nos experts, qui vont nous aider à naviguer à travers ce paysage dynamique. Alors, pour être à jour avec cette mouvance, nos intervenants sont là afin de nous faire naviguer, comme j'ai dit, dans cette dynamique, et ça sera une sorte de carte qu'ils vont vous proposer un parcours de marketing digital. Vous pouvez être familiarisé avec certains sujets que nous allons aborder aujourd'hui, découvrir des nouvelles tendances, des nouveaux outils, mais nous espérons aussi qu'en fin de ce webinaire, nous allons également vous introduire à de nouvelles idées et perspectives qui vont stimuler votre pratique et usage du marketing digital. Pour commencer, nous accueillerons Florent Youzan. Florent Youzan, un expert réputé en stratégie de marketing numérique. Florent partagera ses réflexions sur les tendances les plus pertinentes et comment les intégrer dans votre stratégie. Ça sera un voyage à travers The First Mile, le premier kilomètre décisif, disons, pour le succès. Florent Youzan, enfin stratège, vous inspirera dans votre plan de bataille marketing digital. Alors, préparez vos notes. Mais juste avant de commencer avec Florent, un petit sondage en direct afin de mieux connaître notre audience. Et juste après, je vous passe la parole, Florent. Merci. Alors, on a le sondage, s'il vous plaît. Alors, le sondage. Évaluez vos connaissances sur le marketing digital des PME sur une échelle de 0 à 10. 0 étant je ne sais pas grand-chose. 10, je suis très bien informé. Et vous pouvez faire un choix unique. À vos claviers. Alors, on peut voir les résultats. On est dans la moyenne des gens qui sont à peu près entre 4 et 5, c'est-à-dire, disons, il y a une connaissance de base, mais qui sont encore une recherche d'une connaissance plus approfondie. Alors, je vous passe la parole. Florent, je vous en prie. Merci beaucoup. Sorry, one more. Yeah. On a encore un autre sondage. Désolé. Encore un petit sondage. C'est le 2 pour le prix de 1. Vous êtes de quel pays? Maroc, Tunisie ou autre pays? C'est le sondage bonus. Quasiment à égalité entre le Maroc et en Tunisie. Très bien. Je vous en prie, Florent. Merci beaucoup, Akrem. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette mobilisation autour de ce webinaire. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais parcourir avec vous, comme l'a dit Akrem, le tout premier kilomètre de ce parcours innovant sur le marketing digital. Ce qu'il faut savoir, c'est que la toute première étape de votre parcours vers le marketing digital, c'est la stratégie. Quelle stratégie souhaitez-vous mettre en place? Qu'est-ce que vous voulez élaborer exactement comme parcours? Et c'est justement ce que je vais essayer de vous présenter. Donc, je me nomme Florent Youzan, directeur innovation du groupe Action, un groupe panafricain qui intervient dans 5 secteurs d'activité. Next slide, please. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de la stratégie, de votre stratégie marketing digital. Le tout premier step que nous allons voir ensemble, c'est l'audit. Avant de commencer à mettre en place votre stratégie, vous devez d'abord, dans un premier temps, réfléchir
et élaborer ce qu'on appelle l'audit. L'audit, comme le dirait quelqu'un d'autre, c'est l'état de l'art. Aujourd'hui, comment est-ce que vous évaluez le diagnostic interne de votre digitalisation? Comment est-ce que vous analysez la digitalisation de votre marché? C'est très important. Votre diagnostic interne et le diagnostic du marché sont deux informations très importantes qui vous permettront en fait de mieux élaborer vos forces, vos faiblesses, d'identifier les opportunités, mais aussi les menaces dans ce parcours et surtout de vous positionner sur des enjeux très spécifiques que vous pourrez après mesurer. N'oubliez pas l'aspect environnement parce que un élément très important que vous soyez dans l'écosystème marocain ou dans l'écosystème tunisien, il est important de porter un regard sur l'environnement numérique. Par exemple, moi, ce que je peux vous faire percevoir, c'est on a 84% des utilisateurs de l'Internet aujourd'hui au Maroc qui englobe ce pourcentage sur toute la population entière. Mais beaucoup de personnes passent aujourd'hui en moyenne 3 heures 53 minutes sur leur téléphone mobile, en sachant que tous ceux qui intègrent aujourd'hui l'Internet et les outils, spécialement l'utilisent via le mobile. Ces informations vous permettent déjà de savoir dans quel environnement vous vous positionnez et comment vous allez élaborer justement la digitalisation de votre marché, mais aussi le diagnostic interne de votre entreprise. Mais il est important de ne pas perdre du temps à élaborer trop d'informations. Allez juste, regardez juste l'environnement et positionnez-vous sur vos faiblesses. Next slide, please. Et il est important aujourd'hui de comprendre qu'est-ce que nous recherchons dans le marketing digital. Votre stratégie doit se démarquer régulièrement de la publicité traditionnelle que nous connaissons. Dans la démarche d'une stratégie marketing digital, on recherche aujourd'hui l'attention de l'internaute, donc l'attention du prospect, l'attention du client. Et on doit s'inscrire dans une démarche qui informe, qui éduque, mais surtout qui inspire. Je prends par exemple aujourd'hui ce que fait Decathlon. Decathlon a réussi à mettre en place une communauté aujourd'hui avec laquelle ils co-construisent tous les produits de Decathlon. Du coup, vous inspirez vos clients, vos internautes, mais vous éduquez aussi vos internautes, mais vous touchez à quelque chose qui importe pour eux. Donc, vous gagnez leur confiance. Decathlon est allé encore plus loin. Ils ont mis en place la vente inversée. La vente inversée, c'est comment aujourd'hui on recycle tous les produits qu'on achète chez Decathlon, comment on les recycle dans un autre magasin qui, justement, quand vous regardez, ils ont renversé le nom de Decathlon. Donc, ils ont écrit Decathlon à l'envers pour lancer cette campagne auprès des internautes. Donc, ne perdez pas de vue cet aspect. Nous nous démarquons du marketing traditionnel en gagnant l'attention de l'internaute. Next slide. Next slide, please. Next slide, please. Tout à l'heure, je vous parlais des forces et des faiblesses. Il est important de comprendre que dans toute la stratégie que vous allez élaborer, vous devez d'abord identifier vos forces. Donc, les forces, vous allez clairement les identifier lorsque vous allez faire votre diagnostic interne. Donc, votre diagnostic interne, c'est quoi? C'est par exemple les produits que vous avez. Quels sont les produits que vous souhaiterez positionner dans votre stratégie de marketing digital? Quel est le chiffre d'affaires éventuellement que ces produits génèrent? Quels sont les clients que vous avez? Qui est-ce que vous voulez justement intégrer dans votre communauté des clients? C'est quoi la réputation que vous avez sur Internet, sur les réseaux sociaux? Et après, vous allez analyser aussi la digitalisation de votre marché pour juste vous permettre d'apprécier en fait les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Il faut comprendre par exemple que une faiblesse peut être par exemple je ne possède pas d'application mobile pour mon entreprise. Ou bien le site Internet que nous avons pour déjà présenter nos produits, c'est un site Internet en une seule langue, alors que nous avons un segment de clients
qui parlent une autre langue que nous n'adressons pas. Après, lorsque vous faites l'analyse de votre marché, cela peut vous permettre d'observer des opportunités ou des menaces. Les opportunités, tout simplement, c'est l'avènement d'un nouveau réseau social sur lequel vous allez vous appuyer justement pour dégager clairement les opportunités pour votre communauté. Next slide. Et dans l'élaboration de votre stratégie, vous devez clairement identifier les objectifs. Et ces objectifs doivent vous permettre, en fait, clairement de vous préparer à mesurer l'objectif de votre stratégie. Le premier élément, on définit nos objectifs. Voici ce que nous voulons élaborer en termes d'objectifs. Voici l'équipe avec laquelle on veut élaborer ces objectifs. Voici les compétences qu'on intègre dans toute cette stratégie. Après, il faut arriver à quantifier et surtout à qualifier vos actions. Les actions que vous allez mener, il faut avoir des retours sur actions, des retours sur initiative et cela passe obligatoirement par des indicateurs. Vous posez éventuellement la question, mais comment est-ce qu'on peut mettre en place des indicateurs? Ben, lorsque vous lancez par exemple une campagne, mes collègues vous expliqueront ça avec des outils tout à l'heure en détail. Vous pouvez identifier des chiffres. Ces chiffres peuvent être rattachés à des indicateurs qui vous permettent clairement de fédérer vos équipes autour de vos ambitions. Et ces ambitions à la fois claires mais aussi atteignables doivent vous permettre en fait d'engager vos équipes dans du concret. Et surtout, cela doit être clairement défini dans le temps. On décline une stratégie sur 2 mois, sur 3 mois, sur 4 mois, mais vous ne pouvez pas élaborer une stratégie sans une date de début et une date de fin. Next slide, please. Tout à l'heure, je vous parlais d'un point essentiel, c'est comment gagner l'attention des internautes, l'attention de vos clients, l'attention de vos prospects. Je vous ai dit tout à l'heure, il faut élaborer des choses qui inspirent les internautes. Cela passe par la curation d'informations. Allez regarder ce que font la concurrence, regardez ce que présente le marché, rédiger par exemple du contenu très exclusif pour vous-même et qui inspire les clients. Cela passe par 3 types de médias. Tout à l'heure, on rentrera dans le détail. Mais ces 3 types de médias sont par exemple les médias en utilisant des canaux que vous allez payer, les médias qui vous appartiennent éventuellement, donc tout le contenu que vous créez, toutes les informations que vous produisez pour les internautes avec un caractère très exclusif. Et après, comment est-ce que les internautes parlent de vous? Comment ils créent l'interaction sur les réseaux sociaux en s'appuyant sur vos contenus, sur vos conseils et sur tout ce que vous faites pour les inspirer. Et cela est très important parce qu'il vous permet clairement de voir que le branding que vous allez mettre en place via votre stratégie doit à la fois intégrer du contenu qui vous est propre, du contenu ou des canaux que vous allez éventuellement payer et comment vous allez créer l'interaction et faire en sorte que les internautes parlent de vous à travers les réseaux sociaux. Il y a des outils qui existent, il y a aussi des approches qui existent, par exemple des newsletters, par exemple du contenu exclusif, par exemple la participation à des événements avec la possibilité de faire du live tweet, des événements avec un hashtag spécifique. Donc, voici des éléments qui vous donnent une approche et un caractère spécifique et exclusif sur les réseaux sociaux. Next step. Et ne perdez pas de vue, si vous avez un site Internet ou si vous avez des produits ou des e-produits à vendre, ne perdez pas de vue qu'aujourd'hui, la manière de consommer a changé à cause de l'Internet, à cause des applications mobiles, à cause des réseaux sociaux. Les internautes peuvent aujourd'hui regarder votre site Internet, mais ils iront payer au magasin. Les internautes peuvent venir au magasin, regarder les produits, mais ils vont finaliser l'achat sur votre site Internet. Ce sont des aspects qu'il ne faut pas omettre, donc vous devez l'intégrer dans votre stratégie avec des possibilités que vous offrez aux internautes aujourd'hui de jouer avec ces 2 axes de consommation. Next step.
Et pour finir, je vais vous présenter en fait un aspect très important de votre stratégie, c'est la communauté. Vous avez d'abord la communauté, vous devez construire votre communauté, vous devez mettre en place des leads qui ont de l'influence sur les réseaux sociaux, vous devez mettre en place du contenu exclusif qui rapproche les internautes vers vous. L'idée, c'est d'abord de construire une communauté qui, après, via des outils, va s'animer et cette animation va vous permettre de mettre en place tout le process qu'il faut pour créer de la consommation. Et ça, c'est le social selling. Très important, n'oubliez pas que tout ce que nous allons faire reposera sur une communauté. Construire une communauté, c'est un aspect très important pour créer une autre manière de consommer avec des leads. Vous avez des pourcentages qui vous permettent de voir aujourd'hui comment on crée la différence via le social selling. Vous avez 84% aujourd'hui de tous les social sellers qui atteignent leurs objectifs. Vous avez par exemple 78% des social sellers qui vendent mieux aujourd'hui que leurs pairs qui n'ont pas choisi de s'exposer sur les réseaux sociaux. Voici des éléments très spécifiques que mes collègues vont tout à l'heure essayer de vous décrire via des outils, des approches, des combinaisons de méthodologies pour que vous compreniez mieux l'approche via une stratégie claire, simple et appréciable. Je vous remercie. Merci à vous, Florent. Florent dans les habits de Sun Tzu ou The Art of Digital Business World. Alors, notre deuxième arrêt sera avec Behiya Nar, notre icône nationale du marketing digital. Elle nous guidera à travers l'importance cruciale de l'optimisation des médias sociaux ou pour les plus tech-savvy, ce qu'on appelle le SEO, le Social Media Optimization. Elle nous montrera comment le numérique peut aider à attirer et à fidéliser des clients grâce à une utilisation judicieuse des médias sociaux. Mais on garde toujours nos bonnes habitudes. Un petit sondage avant de commencer avec Behiya. Alors, la question, c'est votre positionnement actuel. Quel est, selon vous, le niveau de maturité de votre entreprise en matière de marketing digital? Et on doit faire un choix unique sur les questions. Le premier choix, c'est débutant. Le deuxième, c'est intermédiaire. Le troisième, c'est avancé. Et le quatrième, c'est expert. À vos claviers, je vous en prie. Alors, les résultats, c'est plutôt niveau intermédiaire et ça rejoint le premier pôle qu'on a vu. Behiya, the floor is yours, so make the show. Je vous en prie. Je réactive mon micro. Bonjour tout le monde et merci pour toute l'équipe pour cette invitation. Merci pour l'introduction, Akram. Ravi d'être là de la Tunisie. Je suis tunisienne et basée en Tunisie et je vous parle de la Tunisie. Donc, dans la continuité de ce que proposait et présentait Florent, on va parler maintenant, il a parlé globalement de la stratégie. Là, on va parler plus de l'implémentation de la stratégie et notamment de l'optimisation de votre présence sur les réseaux sociaux et notamment ce qu'on appelle le SEO, le Social Media Optimization. Tout simplement, c'est une stratégie qui vise à optimiser votre présence, que ce soit la présence d'une entreprise, d'une PME, d'une start-up, d'un artisan ou même d'une personne, quand on parle d'après personal branding, sur les réseaux sociaux. Donc, bien évidemment, il s'agit d'un ensemble de techniques où on cherche à améliorer notre visibilité, créer de l'engagement, travailler la notoriété et pourquoi pas aussi avoir une base de données et générer des leads et convertir nos prospects en des leads qualifiés. Donc, la question qui se pose, pourquoi est-il important d'avoir une stratégie de SMO solide? Avant tout, on a tendance, surtout avec les réseaux sociaux et l'usage des réseaux sociaux, à se précipiter sur les plateformes. Comme vous le savez, ce n'est pas les plateformes qui manquent. Il y a disons, le carré d'or ou le losange d'or avec Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, Twitter, et il y a d'autres plateformes. Donc, quel que soit votre besoin, il y a une plateforme qui pourra s'adapter à votre besoin. Donc, il s'agit mieux d'avoir une stratégie, d'avoir une vision claire, de connaître ses attentes et ses besoins pour savoir par la suite quelle option choisir, quel canal choisir pour bien le travailler, pour avoir une bonne stratégie SMO solide et bien évidemment, évaluer et avoir des résultats positifs. Donc, tout simplement,
parce que les réseaux sociaux, ils sont incontournables. On n'a pas le choix. La question qui se pose, est-ce que je peux avoir ou ne pas avoir, décider d'avoir ou ne pas avoir une présence sur les réseaux sociaux? La réponse est non. Je peux choisir de ne pas avoir une présence officielle. Par exemple, moi, Bayana, là, je vais désactiver tous mes réseaux sociaux comme si je n'ai jamais existé, effacer mes traces. Mais il y aura mon nom qui va circuler quelque part. Par exemple, mes comptes, ils sont désactivés, mais pour le post d'aujourd'hui que vous avez vu qui a annoncé ce webinaire, il y a mon nom qui circule. Donc, il faut c'est pareil pour les marques, c'est pareil pour les entreprises, c'est pareil pour les entreprises, les PME. Vous existez, vous êtes présent sur les réseaux sociaux, que ce soit de façon officielle, via vos canaux, mais peut-être via vos employés, vos partenaires, vos clients. Et il vaudra mieux contrôler le narratif et orienter la discussion avec les messages clés que vous voulez commenter, que vous voulez mettre en avant, qui présentent votre entreprise, votre mission, vos valeurs, tout votre écosystème, que laisser le narratif pas contrôler et laisser les gens, eux, émettre du contenu au nom de votre entreprise. Donc, les avantages d'avoir du SMO, c'est avoir, bien évidemment, ça a de nombreux avantages, et si c'est fait correctement. Donc, il permet d'augmenter la visibilité de la marque et la rend plus facilement accessible sur les réseaux sociaux. Et comme vous le savez, les tendances, elles ont changé. Peut-être on avait un peu le réflexe avant à chercher sur Google le nom d'une entreprise, d'une PME, parfois même d'un restaurant ou d'un petit artisan. Là, on cherche. Et beaucoup d'études l'ont montré que les moteurs de recherche de Facebook, d'Instagram ou même de TikTok, qui sont beaucoup utilisés pour les recherches. Donc, il faudra bien avoir une bonne présence. Ça nous permet d'augmenter de la visibilité, une bonne stratégie SMO. Et ça traduit bien évidemment en augmentation de trafic via notre site web ou notre application, ou même pourquoi pas avoir drainé du trafic vers notre point de vente ou notre boutique, et ce qu'on appelle le Web to Store. Donc, les autres avantages aussi, c'est que ça favorise l'engagement avec les clients. On essaye de créer un lien avec eux. Parfois, on humanise la marque. Pour certaines marques qui vont plus loin et ils ont une stratégie bien établie, on parle de brand love. Je pense que si je vous dis la marque Lego, on a tous un sentiment favorable et positif par rapport à cette marque qui a travaillé sa présence, à part le produit, qui sont des simples briques tout simplement, mais tout l'univers de Lego, que ce soit la marque, la vision de la marque, l'univers et la plateforme de la marque, mais ce qui est traduit sur sa plateforme sociale qui génère ce brand love. Les entreprises peuvent ainsi aussi interagir avec les communautés, répondre aux questions. La communication, elle est horizontale, donc des clients et avec les clients, les prospects et même parfois avec les employés de l'entreprise. Et cette interaction renforce la relation de confiance entre la marque et ses clients. Entre parenthèses, s'il y a un mot technique que je mentionne ou un mot que vous n'avez pas compris, vous pouvez le mentionner dans le chat et je serai plutôt ravie de vous répondre. Donc, les étapes clés, maintenant on arrive un peu aux choses sérieuses. Donc, les étapes clés pour avoir ces stratégies efficaces, déjà, il faut tout d'abord définir les objectifs de la stratégie en fonction des besoins de l'entreprise, et ça a été évoqué précédemment par Florent. Après, il convient de définir les cibles à atteindre sur les réseaux sociaux. Si on cherche à atteindre une cible B2B, des professionnels, ce n'est pas le grand public. Donc, c'est clair, les différentes plateformes, chacune, elle présente un public cible, mais aussi un style. Et il faut, quand on est présent, par exemple, sur Facebook ou Instagram ou TikTok, il faut communiquer à la sauce de cette plateforme, selon le code de cette plateforme, mais aussi selon les formats proposés de cette plateforme. Donc, il faut définir la cible à atteindre. Et après, quand on a établi cette cible, on a défini cette cible et défini nos objectifs, on passe à la troisième étape qui est d'élaborer un plan de contenu. Parce que si on est présent sur les réseaux sociaux, si on décide d'avoir une stratégie de SMO, il faut alimenter avec du contenu, que ce soit de façon fréquente, selon les messages que nous avons à communiquer, selon nos moyens que je cite, moyens financiers, moyens ressources humaines et moyens de temps. Est-ce qu'on a une personne dédiée? Est-ce que c'est en interne? Est-ce que c'est en externe? On va communiquer sur quoi? Sur nos activités? À quelle fréquence? Tout ça, il faut que ça soit défini pour que ça soit fluide et bien fait par la suite.
Donc, les outils pour une stratégie de SMO efficace, pour mettre en place une stratégie efficace, il est essentiel de connaître les différents outils à disposition. Les réseaux sociaux que vous connaissez tous et que vous utilisez, je suppose, presque tous ou même tous, ils permettent de toucher un public large et diversifié. Il y a aussi l'option des blogs, les forums, notamment, ça a été mentionné par Florent, les newsletters. Donc, et là, même sur les réseaux sociaux, à titre d'exemple, la semaine dernière ou même la semaine d'avant, Instagram a lancé les canaux de conversation qui sont des canaux un peu inspirés par Telegram, qui permettent d'avoir des discussions très, très, très niches et limite intimes pour animer la communauté. C'est déjà très adopté et utilisé par les créateurs de contenu qui leur permettent de se rapprocher de plus de leur communauté. Donc, déjà, avec toute cette panoplie de canaux et d'options offertes dans les canaux, donc on peut avoir plusieurs outils à notre disposition pour avoir cette stratégie de SMO efficace. Donc, je vais mentionner un exemple que vous connaissez sûrement, que ce soit en tant que client ou utilisateur, les opérateurs. Donc, nous utilisons, on a tous une carte SIM, donc que ce soit pour émettre ou recevoir des appels, mais de l'autre côté de la data, si ce n'est le même opérateur qui nous offre aussi la DSL et le Wi-Fi. Pour mon cas, j'utilise l'opérateur Orange pour mes communications. Et là, Orange, la marque, elle est présente sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter, mais aussi pour le côté relations clients et pour la gestion de relations clients. Moi, en tant que client, je peux payer, par exemple, mes factures via l'application mobile. Je peux activer un forfait roaming ou activer des offres et des options via l'application. Je peux payer la facture via le site web, contacter le service client, que ce soit via le téléphone, via Messenger sur Facebook, via Messenger, via les autres réseaux sociaux comme Twitter ou via l'application. Donc, tous ces touchpoints et ces panoplies de solutions offertes par Orange, ils permettent déjà de fidéliser les clients parce que j'ai parlé un peu de la relation client et de la gestion de la relation client. Faciliter le changement un peu de paradigme. Donc, on veut que ça soit à portée de main, les échanges, surtout en cas de problème. En attendant, c'est bon, quand on envoie un message sur le compte Facebook de la page de notre opérateur, que d'appeler un numéro et on va passer par une boîte vocale et taper 1 et après attendre l'opérateur et voir si en réseau, on préfère avoir en 2-3 clics. Bonjour, mon problème, c'est ma ligne a été coupée. Voilà ce qu'il faut faire. 2-3 clics avec un chatbot, peut-être pour des cas plus développés, passer à l'humain. Donc là, le simple cas Orange, il y a la gestion de la relation client. Il y a aussi de l'autre côté, sur ces réseaux sociaux, ils sont présents en communiquant sur leur offre et service. Donc le côté commercial, il reste toujours, mais ils communiquent également sur le volet RSE, la responsabilité sociale et toutes les actions qu'ils font dans cette activité. Mais de l'autre côté, il y a le contenu de divertissement, un peu pour cibler aussi les jeunes, avec des jeux concours ou des activités ou les activités culturelles qu'ils sponsorisent, notamment des concerts ou autres, que ça aide aussi pour créer de l'engagement, à humaniser un peu la marque et cibler les jeunes pour certains cas. Sur LinkedIn, on trouve qu'ils parlent beaucoup de leur RSE, mais de leur offre B2B. Donc là, c'est un opérateur qui a beaucoup d'activités et qui a choisi plusieurs touchpoints, canaux de communication sur le digital avec leurs clients et avec peut-être leurs prospects. Et à chaque canal, ils communiquent un message, mais ils ont un objectif bien clair et bien derrière du contenu, une machine à contenu pour alimenter tous ces canaux-là. Prochain slide. Donc, j'ai essayé de faire le tour rapidement et ne pas que ça soit pas trop long. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Sinon, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Bahia. Vous avez mentionné à 2 reprises humaniser la relation, mais dans ce monde de big data et de profusion d'informations de data, parfois, on a tendance à déshumaniser avec le canal digital. Alors, on va voir, est-ce que automatisation veut dire humanisation de la relation ou déshumanisation de la relation? On verra ça après dans le débat.
Alors maintenant, après le premier kilomètre avec Florent, nous terminons notre voyage avec Félix Arap, notre magicien du SEO qui nous parlera du dernier kilomètre cette fois-ci, de votre visibilité en ligne. Comment utiliser la puissance de la recherche sur Internet pour capter plus de clients en ligne. Il nous fera découvrir toute la puissance de la recherche sur Internet. Il nous montrera aussi comment maximiser votre visibilité en ligne et capturer plus de clients grâce à l'optimisation des moteurs de recherche, SEO, Search Engine Optimization pour les tech savvy. Mais on garde toujours nos bonnes habitudes. Un petit poll un petit sondage avant de passer à Félix. Et maintenant, la question c'est quel outil de marketing digital utilisez-vous actuellement dans votre entreprise? Le premier choix, on a toujours, là maintenant, on a plutôt des choix multiples, c'est-à-dire on peut choisir plusieurs réponses. On a nouveaux réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Site web de l'entreprise, SEO. On a email marketing. On a publicité en ligne, Google Ads, Facebook Ads. On a marketing de contenu, tout ce qui est blog, podcast, vidéo ou autre. Et si vous mettez autre, veuillez préciser dans le chat quel est ce canal. À vos claviers, je vous en prie. Et on a un gagnant, c'est les réseaux sociaux qui l'emportent haut la main. Félix, je vous passe la parole, je vous en prie. Merci Akram, vous m'entendez bien? Alors, je vais commencer moi sur la partie Search Engine Optimization qui est aujourd'hui la partie référencement. Qui dit référencement dit bien sûr site internet. Alors, prochaine slide s'il vous plaît. Sur la partie, alors le SEO, comme vous pouvez le voir, peut intervenir à différents moments de la vie, que ce soit d'une start-up, d'une entreprise ou d'une PME. À partir du moment où vous avez un site internet, vous pouvez automatiquement accéder à la possibilité d'être référencé sur des moteurs de recherche, puisqu'il vous faut à la fois un nom de domaine, un hébergement pour pouvoir accéder aux bots. Prochaine slide. Alors, donc là, je vais faire le lien entre la présentation d'avant et la mienne. Donc, on vient parler du SMO, donc la partie SMO et donc toute la partie réputation online. Donc, il y a une vraie partie humaine puisque c'est aujourd'hui, on l'a vu aussi avec Florent Usan sur le parti social selling. C'est toute la partie aujourd'hui où on va parler beaucoup aux humains. Nous, sur le SEO, on va avoir ces deux parties. On va à la fois parler aux robots et à la technique et on va parler aussi aux humains. Sur la partie technique, on va optimiser le code. Donc, ça veut dire que la manière dont on va créer le site va aujourd'hui complètement changer la manière de faire du référencement. C'est le code que vous allez choisir, le framework, le logiciel. Est-ce que c'est du WordPress? Est-ce que c'est un site que vous allez vous-même construire? Puis, il y a une deuxième partie qui va être la partie contenu. Donc, c'est la manière dont vous allez créer du contenu. Et à partir de ce moment-là, c'est ce qu'on appelle, nous, le off-site. On va revenir dessus juste après sur la slide. C'est la partie popularité, c'est la manière dont est constitué les réseaux sociaux, c'est quels liens vous faites avec votre site web et quels sont les liens qu'on fait vers vous. Prochaine slide. Alors, le référencement. Alors, le référencement, il agit et on peut agir dessus sur trois manières. Alors déjà, il faut comprendre que le SEO fait partie du SEM, qui est le Search Engine Marketing. Donc, on a le SIA, donc, qui est de la publicité payante qu'on va payer pour être affiché. C'est ce que vous appelez aujourd'hui, ce qu'on appelle du Google AdWords, quand on va ou sur du Bing ou sur d'autres moteurs de recherche. Quand vous allez taper une requête sur Internet, vous allez taper un mot-clé et dans ce qu'on appelle la SERP, ça veut dire l'affichage de votre Google, vous allez avoir une liste de résultats. Cette liste de résultats, elle est aujourd'hui indexée selon trois critères qui est le on-page, le off-page et le technical SEO. Alors, le technical SEO, c'est quoi? C'est la première branche, la première étape que je vous ai dit tout à l'heure. C'est la manière dont aujourd'hui le SEO est fait. Ça veut dire que vous allez avoir un site Internet. Votre structure de site va automatiquement aujourd'hui influer sur le résultat. Je m'explique. Vous êtes en train de faire un site Internet. Si vous mettez des images qui sont trop lourdes, votre site va être trop lent. Vous allez être pénalisé par Google.
Pourquoi? Parce qu'il va considérer que l'expérience que vous offrez aujourd'hui à vos utilisateurs, elle est néfaste. Je viens sur un site Internet, si je prends 10, 15, 20 secondes à afficher le site Internet, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un malus. Google va considérer que votre site, aujourd'hui, ne représente Google d'une mauvaise manière. Donc, techniquement, c'est pour ça qu'on utilise l'outil PageSpeed. Donc, vous tapez PageSpeed sur Google, vous allez avoir un outil, vous allez mettre votre site Internet, vous allez avoir la version mobile et la version website, donc à partir d'un ordinateur, et vous allez savoir si la vitesse de votre site, si la performance de votre site, elle va influencer ou pas sur les recherches. À partir de ce moment-là, on va avoir la structure du site. La slide d'avant, non, je n'ai pas dit de changer. Merci de rester sur celle d'avant. Donc, sur la structure du site, on va avoir, si vous voulez, une structure qui va être faite. La manière dont vous allez indexer les menus, on va créer ce qu'on appelle des cocons sémantiques. C'est-à-dire que même le choix de vos menus aujourd'hui va influencer la manière dont les robots vont scanner votre site et faire ressortir des mots-clés. Donc, la structure même du site, quand vous allez voir un webmaster qui fait votre site web, quand il vous dit « moi, je ne fais pas le référencement », il faut faire attention. Il est censé, dès le départ, inclure dans sa manière de faire le site web le référencement. Souvent, on va avoir des agences qui ne vont pas faire de référencement. Donc, faites attention quand vous choisissez un prestataire, puis de faire en sorte que dans son équipe, il y a un SEO manager qui puisse le faire, parce qu'il va vous intégrer le site web, il va vous intégrer la manière dont les datas vont être intégrées à l'intérieur et de l'indexation. Donc ça, c'est technique. Maintenant que vous avez un site et qu'il est technique, vous allez faire ce qu'on appelle le on-page. Le on-page, c'est quoi? C'est tout le contenu qu'il y a à l'intérieur du site web. À l'intérieur du site web, le contenu, il est fait en sorte, si vous voulez, de manière que Google, quand il va scanner, quand ses robots vont scanner, vous allez avoir une particularité d'information dedans. Alors, je vous ai fait une slide, donc la slide d'après, je vous ai fait une slide pour pouvoir en parler un peu plus. La slide suivante, s'il vous plaît. Donc là, vous arrivez à l'intérieur du site. Dans l'intérieur du site, c'est ce qu'on appelle le SEO on-page. Ça veut dire à l'intérieur de votre site, la manière dont vous allez constituer votre site Internet va faire en sorte que le contenu que vous allez donner, parce que vous donnez du contenu finalement aussi aux robots et aux spiders. Donc les spiders, c'est quoi? On verra juste après. Ce sont des robots qui vont scanner votre site. Quand ils vont scanner votre site, ils vont regarder les mots-clés. Vous allez avoir des mots. Si, par exemple, vous voulez vous positionner sur export date, parce que vous vendez des dates, par exemple, à l'export, il faudra que le mot export et date soit dans votre contenu. Mais il faut que tout le champ lexical du site web y apporte. Ça veut dire, vous devez avoir alimentation, peut-être si vous faites du bio, plus vous allez avoir de mots-clés qui vont se rapprocher de vos mots-clés principaux, plus vous allez pouvoir ranker, c'est-à-dire vous positionner sur les mots-clés. Donc, la manière dont vous allez créer du contenu est super importante. Donc, quand vous créez du contenu original, vous donnez de la data originale à Google, parce que Google, aujourd'hui, il ne faut pas oublier que c'est d'abord et avant tout une base de données géante. Et cette base de données géante, ce qui se passe, c'est que plus vous allez donner du contenu qui est dupliqué, plus vous allez avoir de malus. Pourquoi? Parce que Google déteste le contenu qui est dupliqué. Plus vous allez créer du contenu original, plus quand il va scanner cette base et scanner votre site, il va trouver des suites de mots-clés qu'il n'a pas, il va vous référencer et vous positionner dessus. Donc, il est très important d'avoir du bon contenu à l'intérieur de votre site. Pourquoi? Parce que vous allez être positionné, vous allez avoir des bonus. Quand vous créez du contenu et la manière dont vous allez le créer, ça veut dire de l'enrichir. On verra ce que c'est que l'Universal Search. Ça va vous permettre aujourd'hui de positionner votre site sur différentes choses, que ce soit sur de l'image, de la vidéo. Donc, il faut construire aujourd'hui votre site. Pour construire votre site, le site, il est fait d'un titre, d'un contenu, des images. Donc, vous devez faire en sorte d'optimiser tout ça. C'est pour ça qu'on appelle ça l'optimisation des moteurs de recherche. C'est que votre site, vous allez devoir calculer la taille des titres. Vous allez regarder la manière dont ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, les H1, les H2, c'est la taille de vos titres sont positionnés. Par exemple, on ne met toujours que un seul H1 par page parce que c'est la première information pour nous qui est la plus importante. On va avoir un H2 et ainsi de suite. Donc, ça, c'est un peu technique, mais c'est du code. Et la manière dont on va optimiser ce code va faire en sorte qu'on va expliquer au moteur de recherche comment, pour nous, on a une importance de notre contenu par rapport à d'autres contenus de notre page ou de notre site Internet. Page suivante. Donc, la manière dont aujourd'hui les moteurs de recherche fonctionnent, elles sont très simples. Vous allez avoir ce qu'on appelle des spiders. Donc, ça veut dire que ce sont des petits araignées qui vont scanner votre site. Vous le voyez en haut à droite. Elles vont explorer votre site. Elles ont un temps donné. Si, par exemple, vous créez du contenu
avec un calendrier et qu'elle scanne votre calendrier, par exemple, ça c'est un piège à spider, elle va rester que 10 à 15 secondes. Pourquoi? Parce que elle va scanner 2024, 2025, 2026, 2027. Ce sont des pièges. Il faut faire très attention. Il faudra regarder pour vous quels sont sur votre site les pièges où les spiders vont rester trop de temps parce qu'ils ont un temps déterminé. Après, quand elles vont scanner vos pages, ce qu'elles vont faire, c'est qu'au fur et à mesure, elles vont les indexer. Et quand elles vont les indexer, elles vont vous qualifier. Et quand un internaute va faire une requête, par exemple, sur export date, si vous avez le nom de domaine export date, vous avez des mots-clés à l'intérieur, vous avez des photos et du contenu, vous allez être positionné dessus. Et ça va vous donner du bonus. Pourquoi? Parce que les mots-clés et la manière dont vous allez le positionner va être bien fait. Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir des outils comme Google ou Search Console, où vous allez pouvoir interagir avec Google et il va vous expliquer si vous avez des problématiques à l'intérieur de votre site, par exemple, que votre spider n'arrive pas à indexer parce que vous avez mis un robot et que ce robot TXT vous a empêché finalement d'aller scanner. Donc ça, techniquement, s'il n'y a pas de problème, il va scanner, il va regarder les mots-clés et la manière dont le site va être fait et structuré et les cocons sémantiques que vous allez créer vont apporter ou pas du bonus. Slide suivante. Ce qu'il va falloir aussi incorporer, c'est qu'aujourd'hui, la manière dont Google fonctionne, c'est ce qu'on appelle l'universal search. Ça veut dire qu'il faut absolument que vous positionnez sur votre site, pas que sur du mot simple. Vous allez le positionner sur des photos, sur des vidéos. Votre photo, quand elle va être mise sur le site, l'URL, même le nom de l'image, doit inclure vos mots-clés. L'image, les vidéos que vous allez mettre, les liens que vous allez mettre, vous doivent avoir les bons mots-clés à l'intérieur. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est même, par exemple, si vous mettez une adresse postale, qu'elle est reliée à votre Google My Business, votre Google My Business, il doit être bien référencé. Tout ça, c'est un écosystème. Parce que, par exemple, quand on visite un site, on peut le visiter par Google Maps, on peut le visiter par Google Images et par Google Vidéo et ainsi de suite. Ça veut dire que votre référencement ne se fait pas que sur du texte, il se fait de manière générale sur différentes structures, différents médias. Slide suivante. Quand on a finalement réussi à avoir un site technique qui marche, des contenus de qualité, on va avoir ce qu'on appelle le dernier, qui est le off-site. C'est la manière dont on va parler de vous. Et c'est souvent même le plus important, c'est un peu de la recommandation. C'est comme quand vous allez sur TripAdvisor, on va vous faire des avis. Quand vous allez sur Trustpilot, on vous fait des avis. Un lien qui est dirigé vers votre site va vous transférer une autorité de confiance. Plus vous allez avoir de liens extérieurs, plus vous allez avoir la possibilité d'avoir une autorité sur votre site. Et plus votre site a une autorité, plus il permet finalement d'être positionné en premier. Parce que si vous avez par exemple 50 sites gouvernementaux qui font un lien vers vous, Google va se considérer que votre autorité est forte parce que les gens qui parlent de vous sont forts. Donc, il faut absolument faire en sorte que la manière dont vous allez faire votre relation de presse, la manière dont vous allez laisser les gens parler de vous, doit être de qualité. Donc, on a finalement ce qu'on appelle l'autorité, donc c'est le PageRank. Donc, c'est quels sont les sites qui ont des très grosses autorités vers vous, le nombre de liens qu'il y a vers vous et le nombre aussi de qualité, ça veut dire le nombre de sujets. Si vous exportez par exemple des dates, il faut que quelqu'un qui soit dans l'export, qui soit par même une autorité d'export, fasse un lien vers vous. Si vous achetez des liens, parce que c'est ce qu'il y en a qui font, mais qui sont en plus de mauvaise qualité, et que vous avez des liens qui parlent de voitures, qui parlent de casino et qui dirigent vers votre site, vous allez complètement descendre en malus et vous allez être disqualifié sur Google et descendre dans ce qu'on appelle les cercles. Slide suivante. Alors là, je vous ai mis un outil qui est très intéressant, qui est assez récent, mais qui marche très, très bien pour que vous puissiez repartir avec quelque chose. Ça s'appelle SiteGuru. Vous pouvez faire jusqu'à 15 jours. C'est vraiment très, très bien fait. Il va scanner techniquement, il va scanner le contenu et les pages leaks, les pages qui sont vers vous. Donc, vous pouvez l'utiliser pendant 15 jours. C'est quasiment avoir un SEO manager à l'intérieur de vos agences. Utilisez cet outil-là. Il n'est pas très, très cher, même pour un mois. Et ça vous permettra finalement de savoir à peu près où vous en êtes et après de voir avec un professionnel où vous pourrez aller. La slide suivante. Alors ça, c'est un nouvel outil qui est arrivé, qui utilise l'intelligence artificielle, qui est très intéressant. Vous allez donc mettre votre contenu dans NeuroWriter. NeuroWriter va scanner votre contenu, votre page, et va vous dire, voilà, par exemple, sur tel mot-clé, sur Export Date, les 20 premiers sites qui sont en première position, aujourd'hui, ont utilisé ces mots-clés-là. Donc, il va vous donner, par intelligence artificielle et par expérience, quels sont les bons mots-clés que vous devez utiliser pour votre site.
Donc ça, c'est en utilisant l'intelligence artificielle. Slide suivante. Ça, c'est juste un outil qui est assez connu, qui vous permet de trouver un peu les bons mots-clés. C'est Uber Suggest. Donc, vous pouvez l'installer, c'est un plugin et vous permettra à savoir les bons mots-clés. Donc, je vous ai mis trois outils qui est SiteGuru, NeuroWriter et Uber Suggest, qui sont les outils que vous pouvez utiliser. Dernière slide, s'il vous plaît. Et alors là, ce sont des outils beaucoup plus poussés que les SEO managers utilisent. Que ce soit SEMrush, Ahrefs, Majestic et Moz, ce sont les 4 plus gros outils SEO utilisés dans le monde. Chacun a ses particularités. SEMrush va vous donner, par exemple, la possibilité de savoir la visibilité de vos concurrents. Ahrefs va vous donner les liens ou les backlinks qui sont faits vers vous, même ceux de vos concurrents. Et comme ça, si vous voulez, vous, avoir plus de liens, vous savez où sont les liens que les concurrents ont eus. Et donc, vous pouvez faire les mêmes partenariats. Et donc, ça vous fait gagner énormément de temps. Et Majestic et MEO sont à peu près les mêmes outils. Voilà. Donc, je vous ai donné à peu près, je pense, 7 ou 8 outils pour que vous puissiez repartir avec une boîte à outils. Merci. Merci beaucoup, Fédit. Très intéressant, très technique, mais l'essentiel, c'est que la magie opère en fin de compte. Maintenant, on va ouvrir le débat. J'espère que vous avez préparé vos questions parce que le contenu était très intéressant, captivant et enrichissant. Et je crois qu'il va y avoir beaucoup de questions de la part de l'audience. Alors, on ouvre le débat avec l'audience. Il y a des questions à nos intervenants. Je vous en prie. En attendant les questions, moi je dis toujours, il y a un adage qui dit plutôt que la nature n'aime pas le vide. Et le web aussi n'aime pas le vide. C'est-à-dire quand on ne parle pas de soi dans le web, on n'a pas une présence, c'est que quelqu'un d'autre va parler de nous. Désolé, j'ai oublié de vous dire qu'il y a un poll final, un sondage final. Et la question, j'ai maintenant une meilleure compréhension de l'automatisation des ventes et de la manière dont elle peut dont elle peut aider mon entreprise. On a un choix unique pour répondre. On va de 1 à 10. 1, non, je n'ai pas obtenu l'information. 10, c'est le maximum. Oui, j'ai suffisamment d'informations pour commencer. Alors, à vos claviers pour répondre à ce sondage, je vous en prie. Et tout juste après, on peut commencer le débat. Alors, apparemment, il y a eu une petite erreur qui s'est glissée dans la question. Il ne s'agit pas des ventes, mais plutôt du marketing digital. Si vous voulez, on peut réafficher la question et je vais corriger la question par rapport à ce qui a été affiché initialement. Je vous ai dit, la question ne concerne pas les ventes, mais plutôt le marketing digital. Alors, je vais vous lire les questions qu'on a reçues. Alors, premièrement, comment orienter son contenu pour se démarquer dans un marché très concurrentiel? Est-ce qu'on peut afficher encore la question ou c'est trop tard? Ou sinon, on peut passer au résultat pour pouvoir ouvrir le débat. D'accord, on a la bonne question. J'ai maintenant une meilleure compréhension du marketing digital et de la manière dont elle peut aider mon entreprise. Ça, c'est la bonne question et on peut répondre de 1 à 10. 1, non, je n'ai pas
obtenu la bonne information et 10, oui, j'ai suffisamment d'informations pour commencer. Je vous en prie, à vos claviers, on peut répondre. On n'a pas eu beaucoup de réponses apparemment, mais on a une moyenne de entre 6 et 7. Ce qui n'est pas mal en fin de compte. Alors, on peut ouvrir le débat. Akram, il y a apparemment des si questions. Tu veux, vis-à-vis de la question, je peux peut-être y répondre. Oui, vas-y, Félix, je vous en prie. Alors, sur le contenu, comment faire finalement du contenu en mode où beaucoup de concurrence. Nous, par exemple, moi, je vais parler sur la partie SEO, c'est ce qu'on appelle, nous, la longue traîne. Alors, ça va être, par exemple, je suis désolé, hein, j'ai pris cet exemple-là, mais c'est comme un autre exemple, mais c'est pour que vous puissiez bien comprendre le sens. C'est que, par exemple, si je fais export date, et que je suis quelqu'un qui vend des dates, ou même de l'huile d'olive, on va dire de l'huile d'olive en Tunisie, et que je suis une PME, si, bien sûr, je tape huile d'olive, ça va être très difficile pour moi d'être référencé sur l'huile d'olive. Mais par exemple, si je vais accentuer mon contenu sur des mots qui vont être particuliers comme huile d'olive bio, l'huile d'olive locale, c'est qu'on va faire une longue traîne, c'est que je vais ajouter autour de mon contenu des mots-clés qui vont finalement me faire positionner de un seul mot-clé à 2 mots-clés, 3 mots-clés, 4 mots-clés. Vous regarderez, si vous voulez, on appelle ça la longue traîne sur le SEO. Ça va vous permettre finalement de peut-être pas d'être positionné tout de suite sur le mot huile d'olive, mais c'est d'être positionné sur l'huile d'olive bio, huile d'olive par exemple, je ne sais pas, locale, mais avec tous ces petits mots-clés-là, vous allez peut-être même avoir plus de visibilité que le premier mot que vous avez vu. Donc, ce serait peut-être de faire un pas de côté quand il y a une ultra-concurrence et finalement d'agrandir son champ lexical. Voilà, pour la partie SEO. D'accord, on a une autre question de Kéline qui dit comment orienter son contenu pour se démarquer d'un marché très concurrentiel. Je pourrais éventuellement répondre. Déjà, ça dépend du secteur d'activité dans lequel vous opérez. Deux aussi, ça dépend de votre marque, votre ADN, votre historique. Est-ce que vous êtes une nouvelle marque, par exemple, ou une nouvelle entreprise qui vient de s'implémenter, qui vient de se présenter dans ce marché concurrentiel, que vous êtes déjà établi? Est-ce que vous avez une notoriété? Par la suite aussi, avant de choisir le contenu, quels sont vos objectifs? Déjà, quelle est votre stratégie globale? Quels sont les canaux que vous allez choisir pour créer du contenu et pour avoir une présence digitale? Et par la suite, pour la création du contenu, déjà, qui va faire ce travail? Déjà, il faut être conscient de ses propres moyens et ses propres ressources, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Déjà, ressources humaines, est-ce que ça va être fait en interne, en externe? C'est un stagiaire, c'est un senior? Est-ce que ça va être chapeauté? Par qui? Côté graphique, côté vidéo? Est-ce qu'il y aura l'humain à 100%? Est-ce que ça va être 50-50, 50 intelligence artificielle avec ChatGPT ou autres moyens maintenant qui sont en vogue, et 50% humain? Donc déjà, qu'est-ce qui va être fait? Et après, pour choisir le contenu, voilà, c'est des thématiques que vous allez présenter, trouver un axe qui vous différencie. Donc, je vous recommande vivement, avant de réfléchir au contenu, de faire, si vous êtes une marque, que ce soit déjà établie ou que vous allez vous implémenter dans l'immédiat, de faire votre matrice SWOT, voir vos forces, vos faiblesses, vos opportunités, les opportunités, les menaces auxquelles vous allez faire face. Donc déjà, et de même pour vos concurrents, s'il y a un avantage concurrentiel, vous allez le mettre en avant, vous présenter. Si vous vendez par exemple une solution innovante, vous allez éduquer et expliquer et même vulgariser certains concepts, mettre en avant vos ressources humaines, mettre en avant votre capital humain, plutôt les personnes qui sont derrière, peut-être vos milestones si vous êtes une start-up ou vous avez des activités, par exemple, vous
assistez à des événements ou à des conférences, un des membres de votre équipe, il est intervenant dans un événement, si vous avez une nouvelle certification ou quelque chose, une activité dans votre milestone, déjà, ça construit tout le pack de contenu ou de thèmes que vous pouvez aborder. Et bien sûr, par la suite, vous allez le dupliquer ou peut-être le traduire en contenu de différents formats, podcast, newsletter, vidéo, photo, et qui sera mis dans différentes plateformes. Merci Valérie. Moi, j'ai une question un peu provocatrice. Je vais vous donner 2 termes ou 2 concepts et vous allez me dire, est-ce que c'est le même chemin ou c'est des ramifications, des chemins séparés? Si on dit humaniser, automatiser, est-ce que c'est contradictoire ou c'est complémentaire? Si on dit SEM et SEO, est-ce que c'est contradictoire, c'est des chemins différents, c'est des stratégies, outils différents à adopter? Et en fin de compte, si on dit inbound et outbound marketing, est-ce que c'est le même chemin ou des chemins séparés? Moi, je dirais que pour ma part, que tout est complémentaire. Par exemple, souvent, on oppose le SEO au SIA en disant référencement payant ou référencement gratuit, c'est pas du tout la même utilisation. Le référencement, souvent, ce qu'on appelle gratuit, qui est le SEO, il se fait souvent sur du long terme et avec nos propres moyens. Alors que le SIA, on va payer de la publicité et donc on va avoir tout de suite une utilité si on veut commencer. Donc, ça va être aujourd'hui à juger la situation et la manière et le produit qu'on va avoir. Par exemple, pour des VTC, si je suis au transport, je fais de la transport de personnes, que j'ai besoin d'avoir une activité qui commence dès aujourd'hui, je vais faire du AdWords le temps que le SEO démarre. Ou par exemple, je vais avoir une opération ponctuelle de quelques jours qui est un très gros événement, je vais aller prendre du Ads et directement le positionner dessus. Donc sur du SEO ou du SIA, ça va être complémentaire, ça va dépendre. Humaniser, automatiser, c'est la même chose. Il faut... Ça dépendra, j'aime bien ce que dit Baya, ça va dépendre aussi de la structure de la société. Qu'est-ce qu'on a en interne? Moins on a de gens, plus on va automatiser, plus on a de gens, plus on va finalement humaniser parce qu'on va faire du qualitatif. Les gens comprendront qu'en utilisant aujourd'hui les outils d'automatisation, l'intelligence artificielle n'est pas suffisamment aujourd'hui bonne pour pouvoir réussir à faire en sorte que le résultat soit directement envoyé sur les réseaux sociaux ou sur du SEO. Il faut absolument déléguer mais contrôler. Donc, je dirais faire de l'automatisation et humaniser derrière, ça veut dire déléguer peut-être sur l'intelligence artificielle, mais contrôler à la fin. Et qu'est-ce que tu en penses sur humaniser, automatiser? Pareil, ce que disait Farid, en fait, l'intelligence artificielle, il y a cet engouement ou cette AI mania, oui, ça facilite. Ça nous aide si on va sur ChatGPT, on le demande allez, des idées de contenu pour une société qui fait un logiciel de facturation qui se lance sur le marché tunisien et voici les liens de ses concurrents. C'est clair qu'il va nous donner des idées. Mais après, il faut corriger derrière. Il faut vérifier déjà avant même de corriger, vérifier derrière, apporter sa touche, préparer le contenu, la rédaction, l'adapter à votre public cible. Si on s'adapte, si on choisit certains tons ou certaines langues, peut-être ce n'est pas encore adapté à l'intelligence artificielle. Certes, ça aide, donc c'est encore complémentaire aussi de même que ce soit pour le payer, pour le côté payant ou le côté gratuit. Certes, on veut travailler sur le gratuit, mais par exemple aussi pour les réseaux sociaux, l'algorithme, c'est notre ennemi. On est en train de le pomper avec du contenu et parfois, ça n'apporte pas ses fruits. Donc, on pousse ou on a besoin de plus d'une visibilité supplémentaire ou plus de clics ou plus de visites vers notre site. On booste aussi vers le payant. Et donc, tout à l'heure, Hervé, dans la présentation de Florent, il parlait du modèle poème avec le Owned, Paid and Earned Media. Donc, voilà, il faut trouver aussi l'équilibre entre ces différents canaux, que ce soit inbound, outbound, payant, gratuit, automatique, pas automatique. Donc, il y a un équilibre et une complémentarité. Mais qu'est-ce qui décide entre ce mix? Comment optimiser entre ce mix? Ça dépend de quoi, en fin de compte? Ça dépend de l'entreprise, de la taille de l'entreprise, de l'activité, du secteur d'activité
des personnes derrière et aussi du public cible, mais bien évidemment aussi de la stratégie qui a été mise en place. Ce n'est pas faire pour faire, ou ce n'est pas des décisions à prendre aléatoirement, et ça doit émaner avec d'une stratégie, d'objectifs clairs, d'une vision, une stratégie qui va être traduite en plan d'action et qui va être évaluée par la suite pour voir si ça a marché ou ça n'a pas marché et qui va être peut-être réajusté ou optimisé aussi. Donc, déjà, il faut avoir une vision pour savoir où on se dirige. On ne peut pas avoir une réponse générique, mais tout dépend du cas. Et à ce propos, on a une question de l'audience de WIEM qui dit quel est le rythme optimal pour la création du contenu dans le cas de B2B de la part du contenu statique, vidéo, podcast, etc. Je vous répète la question. En train de lire. Oui, j'essaie de lire. Oui. Ça va être aussi la capacité de, si on utilise des outils d'automatisation pour publier sur les réseaux sociaux, on peut publier un peu plus différemment. Aujourd'hui, constitué du podcast, c'est qui va faire la captation audio, qui va faire le montage audio, comment on va le diffuser. Alors, il y a des outils qui sont super, par exemple comme Ocha ou qui vont aider, ou comme Rumble Studio, qui vont aider pour du podcast. Mais malheureusement, il n'y a pas de réponse unique. Tout va dépendre de la structure du site, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut attaquer, si c'est du B2B, du B2C, si c'est de l'export, si c'est dans différentes langues en même temps. Il faut vraiment prendre cas par cas pour pouvoir avoir un rythme. Après, le rythme optimal, c'est d'être présent, surtout quand il faut l'être. Donc, par exemple, quand on fait du B2B, c'est souvent quand il y a des très grosses conférences. Par exemple, là en ce moment, il y a eu Vivatex, vous êtes dans un domaine précis, qu'il y a le salon qui arrive, il est clair qu'on va être préparé en amont, donc quelques semaines avant, on publie, pendant et après, là surtout quand il y a des très gros événements dans votre secteur, il faut être présent. Et après, toute l'année, il faut avoir de la présence pour être visible. Mais c'est surtout qu'il faut avoir le bon message et savoir quels sont les bons personas pour pouvoir discuter. Et puis après, il n'y a pas de rythme humain, ça va être surtout comment je publie régulièrement et que ce que je publie intéresse les gens. Et peut-être que plus ça va intéresser, plus vous aurez aussi envie de créer du contenu. Parce que vous avez... Peut-être je veux Je reviens à Florent, je veux... Oui, vas-y. Takram, j'ajoute un petit détail. Il n'y a pas de rythme optimal, il n'y a pas de réponse pour dire 3 ou 4 fois par mois, comme le disait Farid, mais il faut déjà être conscient de ce qu'on veut dire et comment on veut le dire. Et est-ce qu'on est capable, si moi je décide de faire un podcast, déjà le format du podcast, est-ce que ça va être un peu de l'individuel où j'écris et j'énonce par exemple quelque chose? Est-ce que ça va être une interview? Est-ce que ça va être un panel? Audio, vidéo, pour préparer une vidéo aussi, le script. Il faut laisser aussi le temps de ce contenu qu'on prépare, que ce soit la vidéo ou le podcast ou même une infographie, ce format en question doit vivre, mais aussi de laisser le temps d'être consommé. Mais aussi, ce genre de contenu, on peut le reformuler et le remâcher et le publier sous d'autres formes de contenu, notamment du texte avec des articles ou en format newsletter ou autre. Pour le podcast, on peut faire tout un contenu derrière déjà pour annoncer le podcast avant, pendant et après. Par la suite, prendre les leçons apprises ou peut-être les mots-clés ou les choses à retenir et en faire du contenu. Donc, ça dépendra aussi déjà de nos ressources, mais aussi de notre prise de parole. Elle va servir à quoi? Pour que ça ne soit pas fait, pour être fait. Allez, les podcasts, ils sont tendance, je me lance et après 2-3 épisodes et ça ne marche pas et c'est de la perte de temps et de ressources. Merci. Là, je reviens à Florent pour le titiller un peu. Florent, est-ce que quand on fait du inbound, est-ce que c'est un sacrilège de le mixer avec du outbound? Est-ce que ça peut aller ensemble ou il faut faire un choix stratégique d'aller sur le inbound ou le outbound? En fait, aujourd'hui... Si tu peux aussi nous préciser un peu pour vulgariser, c'est quoi le inbound, outbound avant de répondre? En fait, aujourd'hui, le inbound, c'est comment nous arrivons à engager des prospects
des internautes ou des clients sans rester dans le marketing ou la publicité traditionnelle. Donc, on essaye d'aller vers l'internaute en lui donnant de la matière à consommer. On ne se positionne pas seulement sur le pouvoir d'achat, mais aujourd'hui, on recherche une autre dimension qu'on appelle le savoir d'achat. Et ça nous donne la possibilité aujourd'hui de remettre entre les mains de l'internaute ou du prospect ou du client du contenu qui l'informe, qui l'éduque et qui lui permet aussi de se retrouver dans ce que nous produisons comme formation. On n'est pas dans l'aspect traditionnel où on fait de la publicité sur des produits, où on fait par exemple juste du placement de produits, mais aujourd'hui on engage l'internaute dans quelque chose qui l'intéresse. Farid et Baya ont très bien résumé le truc. C'est aujourd'hui quel contenu je produis, pour quel client je produis ce contenu. Est-ce que je produis mon contenu pour mon client primaire, mon client secondaire ou mon client tertiaire? Il y a une question très intéressante dans le chat qui parle d'un service de jeu ludo-éducatif. Mais ce service de jeu ludo-éducatif, on le produit pour qui? Est-ce qu'on le produit pour des enfants? Est-ce que ce sont les enfants qui consomment? Est-ce que ce sont les enfants qui payent? Est-ce que ce sont les enfants qui décident? Donc, il y a toute une segmentation à réaliser et on n'est plus seulement dans de la publicité comme on le faisait auparavant pour placer un produit, mais on peut par exemple décider de reformuler l'action du jeu. Le jeu que je fais aujourd'hui, comment est-ce que je le redéfinis pour mon client? Est-ce que c'est un instrument qui socialise? Est-ce que c'est un instrument qui redéfinit le périmètre familial? Est-ce que c'est un instrument aujourd'hui ou un produit qui va recentrer la famille autour d'un challenge et d'un objectif? Donc là, on commence à repenser la manière de consommer. On ne place plus un produit, mais on se positionne dans du savoir d'achat. J'achète désormais parce que je veux que ce produit me permette de réaliser quelque chose de précis dans ma famille, dans mon quotidien. Et c'est ça, en fait, toute l'articulation de l'inbound. On passe aujourd'hui de l'inconnu qu'on rencontre, à qui on propose du contenu, on le transforme en prospect jusqu'à ce qu'il devienne un client, mais surtout un ambassadeur. Farid parlait tout à l'heure du referral qui est comment, après avoir consommé, je décide par exemple de parler de ce produit autour de moi. Donc, on n'est plus seulement des consommateurs, mais on est désormais des consomme-acteurs. Et c'est là, en fait, toute la dynamique de la stratégie qu'il faut mettre en place. Et tous les outils dont parlait tout à l'heure Farid, dont parlait tout à l'heure Bayard, nous permettent en fait de remettre en relief toute cette stratégie. Le consommateur n'est plus celui qu'on avait avant. On a tous changé notre manière de consommer. On n'est plus seulement dans du pouvoir d'achat, donc on n'est pas seulement dans l'automatisation, full automatisation, mais on a aussi dans la place de l'humain dans le produit qu'on présente, la place de l'humain dans l'expérience qu'on produit. On n'est plus du full automation ou du full humain, mais on essaie de trouver le meilleur milieu. Et ce milieu nous permettra en réalité de pouvoir produire le meilleur des services et la meilleure expérience. Akram. Micro, Akram. Oui. Alors, je disais merci à l'audience pour votre présence. S'il n'y a pas encore des questions, on peut passer au mot de clôture. Et je voudrais bien passer le mot à Shama Arun Kumar, co-founder de Avio Impact, pour conclure cette session. Et avant de lui passer le mot, je voudrais rappeler qu'il y a encore un webinaire dans cette série, et ce sera le 4 juillet, et ça portera sur le e-commerce. Merci beaucoup, Akram. Shama, je vous passe la parole, je vous en prie. Merci beaucoup. J'espère que vous pouvez tous m'entendre. Et je souhaiterais d'abord remercier tous nos speakers, Baria, Farid, Florent, pour ces excellentes présentations et interventions. J'espère que vous avez bien aimé cette thématique qui nous est chère, hein, comment attirer le client et comment rester en contact avec votre client, même en remote.
Chez Avrio Impact, on est très fiers de pouvoir accompagner différents clients dans leur programme d'inclusion digitale et financier. On travaille particulièrement dans le MENA, région MENA, donc dont le Maroc et Tunisie, dans nos marchés phares, ainsi que d'autres marchés anglophones aussi. Et si vous avez aimé ce que vous avez vu, n'hésitez pas à vous connecter sur notre troisième webinaire. On aura de l'affiche sur nos réseaux sociaux bientôt pour vous expliquer sur le e-commerce. Et peut-être un dernier mot, j'étais assez intéressant de voir combien d'entre vous choisissez quel type de canal pour faire votre marketing. Et j'ai bien noté qu'il y a 50% d'entre vous qui utilisent votre site web. Mais ça veut dire qu'il y a bien 50% qui utilisent d'autres réseaux comme LinkedIn ou Facebook ou même on peut considérer WhatsApp. Et donc, quelque chose à tenir en tête, c'est justement votre réseau, comment vous êtes attirant par rapport à votre compétition et comment est-ce que vous démarquez. J'ai bien vu quelqu'un poser la question avec des photos, avec des mots-clés et avec votre réactivité en ligne. Donc, où que vous soyez dans votre maturité de marketing numérique, j'espère que cette session vous a aidé à avoir quelques pistes, à comprendre quelques terminologies. Et on vous souhaite bonne chance et beaucoup de progrès et succès dans vos démarches de digital numérique. Merci beaucoup à tous et très bonne soirée à vous. Merci à vous, merci Shama. On peut conclure et je vous rappelle encore une fois, le prochain webinaire, ça sera le 4 juillet et ça portera sur le e-commerce. Merci pour votre participation, pour votre intérêt et au plaisir d'échanger dans un futur très proche. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.